Anthropocène, intersectionnalité, décroissance, ce jargon vous dit quelque chose bien sûr. Mais parfois, nous utilisons ces mots sans bien savoir ce qu'ils veulent dire. Dans les mots de la science, on revient donc sur l'histoire et le sens de ces mots-clés, avec des chercheuses et chercheurs capables de nous éclairer. L'épisode du jour est dédié au mot génération, une notion essentielle pour appréhender les différences de comportement, de rapport au monde, entre les groupes sociaux, les cohortes, les jeunes et les moins jeunes, en fonction du contexte qui les a vus grandir. On ne se socialise pas de la même façon quand on devient adulte pendant la guerre d'Algérie, pendant mai 68 ou encore pendant la crise du Covid. Cela paraît évident, ce n'est pourtant pas une variable si simple à prendre en compte. Nous recevons donc pour en parler Vincent Tibéri, politiste à Sciences Po Bordeaux, où il est à la fois enseignant et chercheur. Ses travaux portent sur la sociologie électorale, la psychologie politique, mais aussi les questions d'engagement et de renouvellement générationnel. Autrement dit, c'est un fervent utilisateur de la notion de génération en sciences politiques. L'un de ses ouvrages, publié en 2017, est précisément intitulé « Les citoyens qui viennent » et s'y réfère à de nombreuses reprises. Vincent Tibéri, bonjour. Bonjour. Pour commencer, tout simplement, qu'est-ce que signifie ce mot de génération ? Alors, c'est déjà compliqué parce qu'il y a plusieurs acceptations. Et donc, selon l'endroit où on se situe, la manière dont on en parle, on peut avoir des conceptions des générations très, très différentes. Par exemple, quand on parle de solidarité intergénérationnelle, on pense très rapidement au transfert, notamment au transfert de monnaie entre les parents et les enfants, ou les grands-parents et les petits-enfants. Parfois aussi, on l'utilise comme si c'était une question d'âge. Et donc, on parle de la jeune génération pour désigner l'ensemble des 15-25 ans qui, à un moment donné, dans un pays, arrivent à l'âge adulte. Certains vont même utiliser des termes de génération politique, et donc pensant qu'on a des individus qui ont une conscience d'appartenir à un même groupe générationnel, parce qu'ils ont traversé un même événement, par exemple la guerre d'Algérie, vous en parliez, et qui sont durablement marqués dans leur chair, dans leur conception, dans leurs idées, par ce passage, par cet événement qui les a fortement marqués. Alors moi, quand j'utilise le terme génération, je l'utilise un peu indifféremment avec le terme cohorte. Et les cohortes, c'est en fait des individus nés au même moment et qui n'ont pas forcément conscience qu'être né à un même moment, ça aboutit à des résultats similaires, ça va les différencier de ceux qui viennent avant ou de ceux qui viennent après. Et en fait, on se rend compte quand on travaille en analyse cohortale, donc en comparant des individus nés à des moments différents dans le temps, que en fait, les destins ne sont pas forcément les mêmes. Louis Chauvel parlait à un moment de destin de génération. Et en fait, il parlait de destin des cohortes, avec cette idée que selon que vous étiez né pendant le baby-boom ou vous étiez né après le baby-boom, vous n'aviez pas les mêmes chances d'accéder à des emplois de cadre, vous n'aviez pas les mêmes chances d'avoir la même carrière et les mêmes possibilités de réussite dans la vie. Voilà. En sciences politiques, qui est votre domaine de recherche, ça veut dire que l'on regarde quoi spécifiquement, quoi de différent avec ceux qui ne s'intéressent pas à la notion de cohorte, de génération ? Alors déjà, ce qui est assez intéressant en sciences politiques, mais comme dans beaucoup d'autres sciences, et puis aussi dans la vie au quotidien, c'est que très rarement on raisonne en termes d'année de naissance. C'est-à-dire qu'on se définit nous-mêmes plutôt en termes d'âge. On va dire qu'on a 25 ans, qu'on est jeune, qu'on est vieux, qu'on est entre deux âges, qu'on est quarantenaire ou autre. Mais très rare. Et derrière, on raisonne très souvent en termes d'effet d'âge. C'est-à-dire que, par exemple, on considère que la jeunesse, ça passe. Et donc, quelque part, les sociologues de la jeunesse travaillent beaucoup sur les questions de déviance, par exemple. Et on va considérer que cette déviance, elle va passer. En sciences politiques, quelqu'un comme Anne Huxel parlera de moratoire politique, c'est-à-dire cette période des années de jeunesse qui fait que vous n'êtes pas encore au clair dans votre rapport au vote, vous n'êtes pas encore au clair dans votre rapport idéologique, etc. Et donc, en fait, les effets d'âge sont quelque chose d'extrêmement régulier. Et par exemple, on va vous dire que plus on vieillit, plus on est raciste. Parce que effectivement, quand vous prenez une enquête donnée, vous vous rendez compte que les 65 ans ont plus de chances d'avoir des attitudes racistes que les 45 ans et a fortiori que les 25 ans. Le souci, c'est qu'en fait, ce n'est qu'une des conjugaisons possibles du temps.
C'est-à-dire qu'en fait, quand on réfléchit, et là aussi on peut repenser à Chauvel et à d'autres, hein, on peut raisonner en termes d'âge, de période et de cohorte. Et les cohortes, c'est en fait essayer de regarder comment des individus nés dans les années 70 évoluent différemment de leurs homologues qui sont nés dans les années 50 ou qui sont nés dans les années 90. Et ça permet notamment, du coup, de faire émerger des conceptions, des rapports aux politiques, des idéologies différentes, et puis de se rendre compte que derrière des questions d'âge qu'on penserait être transitoires, en fait, on assiste à des vrais changements de rapport à la politique. Est-ce que vous voulez bien illustrer ces explications qui sont limpides avec des exemples concrets effectivement, de conception du monde en France? Vous avez écrit un papier sur le racisme ou la vision du racisme. Le titre de ce papier est Face au racisme, le renouvellement générationnel. Donc on est au cœur du sujet qui est le nôtre aujourd'hui de génération. Vous voulez bien nous en dire un mot pour expliciter encore un peu plus tout ça? Tout à fait. Alors, en fait, ce travail est basé sur un baromètre, c'est-à-dire le baromètre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, hein, qui nous permet de mesurer les attitudes racistes, xénophobes, antisémites dans le temps. Et c'est assez intéressant dès lors qu'on mesure dans le temps, c'est-à-dire qu'on travaille sur plusieurs années, en l'occurrence désormais pas loin d'une trentaine d'années. On peut comme ça mesurer comment les Français évoluent sur ces questions, et puis on peut voir effectivement ce qui se cache derrière les dynamiques des opinions racistes ou xénophobes. Déjà, alors même que c'est contre-intuitif, hein, les gens pensent qu'avec la montée du Front National, on a plus de racisme. En fait, c'est pas le cas. C'est pas le cas. En fait, les Français étaient plus racistes dans les années 80 et a fortiori dans les années 60 qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et puis surtout, le vrai truc intéressant, c'est de constater que plus une cohorte est récente, moins elle est raciste. Et le truc vraiment encore plus intéressant, c'est que c'est pas parce qu'on vieillit qu'on devient plus raciste. En fait, quand on compare notamment les baby-boomers, en gros les individus nés dans l'immédiat après-guerre, dans les années 40, 50, et donc si on les compare entre ce qu'ils étaient dans les années 90 et ce qu'ils sont à la fin des années 2010, on se rend compte qu'ils sont eux-mêmes moins racistes qu'ils ne l'étaient. Ils le sont plus que les générations qui viennent après eux, mais ils le sont moins qu'ils ne l'ont été. Autrement dit, on pourrait renverser la causalité. Les gens pensent que c'est un effet d'âge, hein, qui voudrait que plus on vieillit, plus on est conservateur. Mais là, en l'occurrence, plus on vieillit, moins on est raciste, ce qui est quand même assez intéressant. Et en fait, ça tient à plein de choses, hein. Ça tient à l'élévation du niveau de diplôme, ça tient aussi au fait que la société française évolue dans ses débats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, considérer que, par exemple, les Juifs ne sont pas des Français comme les autres, c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. Et donc, quelque part, derrière, ça touche aussi les plus âgés qui, eux-mêmes, progressivement, en arrivent à être touchés par ça. On le voit aussi, par exemple, sur la question d'homosexualité. Au début des années 80, la plupart des Français considéraient que l'homosexualité n'était pas une manière acceptable de vivre sa sexualité. 20 ans plus tard, c'est considéré comme acceptable par plus de 90% de la population, donc y compris les plus âgés. Et désormais, c'est autre chose. En gros, c'est l'homoparentalité qui est désormais en débat. Et on voit que sur ces questions-là, même les plus vieux en arrivent à être beaucoup plus tolérants aujourd'hui qu'ils ne l'étaient 20 ans avant. Tout le monde bouge, les cohortes les plus récentes bougeant un peu plus vite, peut-être, ou en un peu plus grand nombre que les plus âgés, si je résume. Tout à fait. Et alors, après, le truc intéressant, c'est qu'il y a à la fois des questions d'évolution, et puis il y a aussi des questions de transformation plus durables. C'est-à-dire que les évolutions, ça peut être notamment sur la question de racisme, on voit des retours de racisme, mais on voit aussi des retours de tolérance, notamment, par exemple, après les attentats de 2015. Ce qui est contre-intuitif, je sais. Mais par exemple, on voit que quand on analyse en termes de cohorte, on se rend compte que la question notamment du rapport au vote, la question de l'abstention, est désormais quelque chose qui renvoie à un changement de statut du vote. C'est-à-dire que très souvent, quand on regarde les courbes de l'abstention lors des élections, on voit que la participation diminue, sauf pour la présidentielle, mais elle diminue, a fortiori quand vous avez en plus des épidémies de Covid. Et on pourrait se dire, oui, c'est une question, c'est les jeunes qui ne se déplacent pas. Parce que, quelque part, il y aurait un défaut d'intégration, parce qu'ils ne se rendent pas compte que le vote, c'est important.
quelque part, la socialisation s'est pas faite, l'école ne joue pas son rôle, les parents transmettent pas les valeurs. Ça, c'est une manière de voir les choses qui est finalement, qui est pas forcément fausse, mais qui surexagère les effets des années de jeunesse. En fait, derrière, c'est un rapport au vote et à la politique institutionnelle qui est en train de se transformer. Et on se rend compte quand on prend une analyse cohortale qu'aujourd'hui, des gens qui votent de manière intermittente sont de plus en plus nombreux, y compris dans des cohortes qui désormais sont considérées comme appartenant aux classes d'âge actives, voire même, par exemple dans ma cohorte, les individus nés dans les années 70, vous avez désormais un niveau de participation intermittente ou de vote intermittent extrêmement fort. Et on ne peut plus dire que c'est une question de jeunesse. Je serais ravi de considérer que quand on a 40 ans, on est jeune, mais c'est un petit peu triché, c'est pas vrai. En termes de théorie des âges, ce n'est pas vrai. On est désormais parents, on est désormais citoyens actifs, etc. Mais clairement, en fait, derrière, ça nous raconte quelque chose d'un changement de rapport au vote. En gros, le vote, c'est plus une obligation. Le vote, c'est éventuellement quelque chose qu'on va pratiquer parce que l'élection nous intéresse, mais c'est de moins en moins un vote de devoir, c'est de plus en plus un vote de droit. Et puis surtout, derrière, c'est aussi le fait que le vote n'est plus le meilleur instrument pour pouvoir s'exprimer. Il fut un temps, le vote, c'était un vote de devoir qu'on retrouve très très souvent, notamment dans les cohortes nées avant-guerre. Et ce vote de devoir, c'était associé aussi à une forme de remise de soi. En gros, on s'en remettait à des responsables politiques de choisir pour nous. Dans les générations post-baby-boom, il y a désormais une distance à l'égard des responsables politiques, et cette distance, elle se matérialise par le fait qu'on vote quand on considère qu'il y a de l'enjeu, et puis sinon, on va utiliser d'autres modes d'action qui nous permettent beaucoup plus facilement de nous exprimer, parce que quelque part, le vote, certes, vous vous exprimez, vous avez une voix, mais cette voix ne vous appartient plus dès lors que vous avez mis votre bulletin dans l'urne. Mais aujourd'hui, il est tout à fait possible de participer autrement, à travers les réseaux sociaux, à travers les pétitions, à travers les manifestations. Et de ce point de vue-là, ce que vous souhaitez exprimer est beaucoup plus prégnant, beaucoup plus pertinent. Et en gros, on ne vous pique pas votre vote. Faire appel à cette notion de génération, j'ai l'impression que ça permet d'aller chercher tous les paramètres, ou en tout cas le plus de paramètres possibles qui peuvent influencer un comportement social, un comportement électoral en l'occurrence, et donc pas seulement l'âge. Parmi ces fameux paramètres, lesquels finalement vous allez convoquer, qu'est-ce que vous allez observer? Alors, en fait, du coup, ça nous permet de réouvrir un peu, on fait de l'histoire un peu plus immédiate. C'est-à-dire que du coup, effectivement, déjà, on reprend cette logique de l'âge, de la période et de la cohorte. C'est-à-dire qu'on sait que, du coup, des périodes particulières peuvent induire des réponses particulières. Par exemple, hein, si on revient à la question du racisme, on voit qu'en 2005, il y a eu une baisse considérable de la tolérance dans toutes les cohortes. Et là, c'est un effet très clairement un effet de période autour des réactions aux émeutes de banlieue et des récits qui ont été faits comme étant éventuellement des émeutes d'origine musulmane, enfin des émeutes de la diversité. Donc ça aboutit à une vraie crispation. Et là, ça touche tout le monde. Vous avez des effets d'âge, oui, bien sûr, parce que derrière les effets d'âge, vous avez aussi ce qu'on appelle des effets de carrière. C'est-à-dire que quand vous quittez le domicile parental, eh bien, il y a des choses qui se passent. Quand vous rentrez sur le marché du travail, il y a des choses qui se passent. Quand les enfants arrivent, il y a des choses qui se passent. Quand vous partez à la retraite, on sait qu'il y a des choses qui se passent, notamment en termes de réseaux sociaux, en termes de capacité, réseaux sociaux au sens classique du terme, c'est-à-dire vraiment les gens avec qui vous discutez. Mais on sait que le fait de partir à la retraite a un impact sur votre rapport à la politique, vos discussions politiques, etc., etc. Donc, les questions d'âge au niveau d'un individu sont extrêmement importantes. Et puis derrière, les questions de génération, les questions de cohorte, ça nous permet également de rendre compte de ce que c'est que l'histoire politique. Notamment, on parle beaucoup des boomers. Et alors, ce qui est intéressant, et ce que je veux montrer un peu dans les citoyens qui viennent, c'est que les boomers, par exemple, ces cohortes nées dans les années 40-50, sont arrivées à l'âge adulte dans les années 60-70. Et dès ce moment-là, elles se caractérisent par un niveau d'intérêt extrêmement fort.
Ce qui fait que non seulement c'est des citoyens critiques, c'est des citoyens qui se sont mobilisés, c'est des citoyens qui votent, c'est des citoyens qui manifestent. Et donc en cela, ils sont très différents de leurs parents et de leurs grands-parents qui, eux, étaient dans un rapport beaucoup plus déférent et clairement avaient une vraie désapprobation à l'égard de la manifestation ou autre. Et donc vous voyez quelque part, cet effet de génération, il est dû d'abord au départ au fait que dans les années 60-70 en France, vous avez mai 68, vous avez des mouvements sociaux qui émergent, vous avez des questions extrêmement importantes autour de l'écologie, du féminisme et des inégalités sociales. Et bien, cet effet de jeunesse-là va se maintenir jusqu'à encore aujourd'hui. C'est-à-dire que qui sont les générations qu'on entend dans les urnes le plus, qui sont les générations qui pèsent le plus dans les urnes, et bien c'est toujours ces baby-boomers. Et de fait, du coup, on peut se poser une vraie question. Parce que ces baby-boomers sont désormais non seulement une minorité démographique, les post-baby-boomers, ceux qui viennent après, sont désormais 59% de la population, mais non seulement c'est une minorité démographique, mais en plus, désormais, pour un certain nombre d'entre eux, et pour la plupart d'entre eux, ils sont arrivés à la retraite. Et donc, quelque part, est-ce qu'il est logique, normal, que ces cohortes pèsent autant dans les urnes? C'est un vrai enjeu démocratique, quelque part. C'est-à-dire que j'avais fait un calcul qui montrait que, en gros, les baby-boomers pesaient 1,2 fois plus dans les urnes que dans la population. Quand, notamment, les cohortes nées dans les années 80 pèsent 0,6 fois leur poids dans les urnes par rapport à la population. Et là, on peut se poser des questions, notamment, par exemple, sur les questions d'environnement, par exemple, sur les questions de rapport hommes-femmes, par exemple, sur les questions d'inégalité ou de redistribution. Et enfin, il faut bien avoir en tête que ces questions d'âge, période et de génération n'excluent pas les autres logiques de réflexion. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier effectivement qu'il faut intégrer les questions de genre, il faut intégrer les questions d'inégalité sociale, de niveau de diplôme, etc. Et de ce point de vue, si on réfléchit, ces questions d'inégalité de génération, on retrouve aussi des questions d'inégalité entre les sexes et les générations. Je pense notamment à Ania Durovic, qui est une doctorante, enfin désormais une jeune docteure de Sciences Po Paris, qui a travaillé sur la participation et notamment sur la participation des générations de femmes par rapport aux générations d'hommes. Et très clairement, des choses importantes évoluent. On sent qu'il y a quelque chose là qui enrichit les sciences politiques. Est-ce que le politique, l'action publique, s'en empare en fait correctement, en tout cas, de cette notion de génération dans sa manière d'aborder les problèmes? Hélas, non, ça fait pas vraiment partie du prêt-à-penser des acteurs politiques. C'est assez troublant d'ailleurs de ce point de vue-là, parce que en gros, par exemple, ils ont du mal à comprendre que les ouvriers ne sont plus les mêmes selon qu'ils sont nés dans les années 80, dans les années 60 ou dans les années 2000. Alors même que leur rapport à la politique, leur rapport au monde ouvrier est lui-même très très différent. En gros, vous voyez, il y a une forme de présentisme qui me laisse toujours songeur, qui fait que, par exemple, on considère que les électeurs communistes sont passés au Front National, en se basant sur justement cette idée que tout ça viendrait des ouvriers. En gros, les ouvriers votaient communistes, désormais ils votent Front National. Et c'est complètement oublié qu'on ne parle pas des mêmes générations d'ouvriers. Florent Gougou l'a très bien montré. En gros, les générations d'ouvriers qui ont grandi et qui sont devenus ouvriers lors des 30 Glorieuses sont restés fidèles à la gauche. Les générations d'ouvriers qui votent Front National sont des générations du post-baby boom, qui sont arrivés dans ce monde ouvrier à un moment où le chômage de masse était désormais un toujours là. C'était pas quelque chose de nouveau, c'était toujours là. La question de la précarité était toujours là. La question la question des salaires et de la progression des salaires n'avait rien à voir avec ce qui s'était passé pendant les 30 Glorieuses. Et puis surtout, ils arrivent à un moment où la gauche, quelque part, et le discours de la gauche sur les ouvriers lui-même a beaucoup changé. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, quand vous reparlez de la question des acteurs politiques, vous pouvez vous dire qu'en gros, ils pensent âge, ils ne pensent pas génération. Et donc, ils pensent effectivement qu'il faut faire quelque chose pour les jeunes, en oubliant que justement, il y a ce que les sociologues des inégalités appellent des effets de scarification, qui font que, par exemple, quand vous arrivez sur un marché du travail dans un négatif, ça va vous poursuivre tout au long de votre vie.
Et donc, notamment sur les questions de précarité, notamment sur les questions de chômage, notamment sur les questions de progression de carrière, et donc d'accumulation patrimoniale qui vont avec. D'ailleurs, on peut encore de nouveau citer Louis Chauvel, hein, qui considérait que les inégalités de génération pouvaient s'avérer peut-être encore plus dirimantes, encore plus importantes que les inégalités sociales d'un certain point de vue. Chauvel pensait même qu'on pouvait aller vers des clashs de génération. Pour l'heure, c'est là où on voit la différence d'ailleurs entre cohorte et génération politique. C'est que pour l'instant, ces groupes de post-baby boomers n'ont pas conscience d'être confrontés à un monde et d'être dans une situation sociale qui est clairement dégradée par rapport à ce qu'ont pu vivre leurs parents ou leurs grands-parents au même âge. Il y a une tendance médiatique à nommer des générations à tout va. On a entendu parler de génération X, de génération Y, de génération Z, etc. Est-ce que ça a une valeur scientifique? Si oui, laquelle? Sinon, pourquoi? Ça peut avoir une valeur pédagogique. C'est-à-dire que ça permet éventuellement aux gens de qualifier des individus. Moi, je suis pas très fan de cette distinction. D'abord parce que c'est une distinction qui suit les évolutions démographiques d'un pays, c'est-à-dire les États-Unis. Vous avez la Silent Generation, la Great Generation, les Baby Boomers, et puis ensuite les générations X, Y, Z, etc. Et donc, en fait, derrière, on est sur une temporalité démographique et des évolutions sociales qui sont plutôt propres aux États-Unis plutôt qu'à la France. Ça, c'est un premier point. Ensuite, moi, je suis toujours ennuyé sur les bornes. Alors, c'est quelque chose qui dépasse largement la question des générations. On le retrouve aussi sur les questions d'âge. Hein. Jusqu'à quand est-on jeune, par exemple? Mais de la même façon, moi, j'ai un souci à nommer des générations et à considérer que les générations, c'est de telle date à telle date. En France, on a aussi utilisé des questions comme génération Mitterrand, génération Chirac. Il n'y a pas de génération Macron pour l'instant. On verra. Mais ces générations, du coup, ont une tendance à surinterpréter, par exemple, l'importance des présidentielles. Qu'est-ce qui caractérise la génération Chirac? Théoriquement, je ferais partie de cette génération Chirac, alors que c'était pas vraiment mon choix. Qu'est-ce qui caractérise cette génération Chirac? Le fait que Jacques Chirac ait été candidat en 95 ou plutôt le fait d'être arrivé à l'âge adulte à un moment où le mur du Berlin était tombé, à un moment où la gauche évoluait, à un moment où la globalisation montait en puissance, à un moment où l'Europe était désormais là et durablement là, à un moment où les inégalités sociales, le chômage, etc., étaient en train de devenir quelque chose transformer durablement les choses par rapport aux années des 30 glorieuses. Donc, vous voyez, quelque part, il faut se méfier parce que derrière, on a tendance à surestimer et à imposer des schémas générationnels ou des schémas d'explication. Donc, moi, ce que j'utilise généralement, c'est les années de naissance et je le fais, en gros, 1941, 1950, 1951, 1960, mais en partant du principe que ce ne sont que des dimensions purement arithmétiques pour vaguement situer les groupes les uns par rapport aux autres. Et en fait, parce que derrière, il se joue des choses qui dépassent largement ou des phénomènes beaucoup plus dilués, beaucoup plus progressifs, qui peuvent toucher plusieurs de ces cohortes. Typiquement, ce que je vous racontais sur le vote, ce rapport distant au vote commence dans la génération, dans ceux qui sont nés dans les années 60, continue à progresser dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90, etc., etc. Et en fait, on se rend compte derrière que c'est un phénomène de diffusion progressive. En gros, il n'y a pas les cohortes se distinguent pas aussi fortement les unes par rapport aux autres que ça. Mais derrière, ça nous raconte aussi le fait que les sociétés évoluent et pas forcément toujours en fonction de ruptures brusques, mais également en termes de phénomènes de diffusion progressive qui, du coup, vont être rendus visibles parce que dans un groupe, ça devient dominant. Et en plus, il est très, très compliqué de déterminer a priori quels seront ces événements. En gros, on aurait pu penser qu'il y aurait une génération durablement marquée par les attentats autour de Charlie Hebdo et autres. Bon, il semble que ça ait pesé, hein, et il semble que notamment dans la cohorte des individus nés dans les années 2000, il y a quelque chose qui se joue, par exemple, dans le rapport à l'armée. Une de mes collègues, Camille Bedoc, a montré ça. En gros, les jeunes actuels ont plutôt confiance dans l'armée. Alors, c'est pas parce qu'ils sont autoritaires,
Mais c'est parce qu'effectivement, ils ne connaissent pas le service militaire que des baby-boomers et des vieux baby et post-baby boomers ont pu connaître, et donc leur rapport à l'armée est vraisemblablement plutôt construit autour de l'idée qu'on est là pour servir, pour défendre un pays, pour participer à des missions humanitaires, ce qui n'est pas du tout l'image que les gens qui ont fait leur service militaire avaient en tête. Et donc, quelque part, se joue là quelque chose qui les dépasse. C'est même au-delà de la question de Charlie Hebdo, c'est même au-delà de la question des attentats islamistes, c'est aussi tout simplement le fait que l'armée est devenue une organisation, une institution très très différente et beaucoup moins connue finalement qu'elle ne l'était dans les générations du baby-boom. Vincent Tibéri, un grand merci. C'était les mots de la science.